paradoxal d'essayer de répondre à la question What does technology want en utilisant comme point de départ et comme accompagnement tout au long de ces quelques minutes John Ruskin. John Ruskin, vous savez, est une admiration fondamentale de Marcel Proust. Marcel Proust traduira un des livres de Ruskin qui s'appelle The Bible of Amiens, la Bible d'Amiens, et dédiera sa traduction à sa mère. Et quand on sait l'importance de la mère de Proust dans sa vie, c'est probablement un signe qui ne trompe pas. Alors, en 1851 et 1853, Ruskin a publié un immense livre qui s'appelle The Stones of Venice, les pierres de Venise, qui est une méditation de Ruskin sur Venise. Et au volume 2, au chapitre 6, il y a un texte qui est intitulé The Nature of Gothic, la nature du gothique. Et ce texte, je trouve, mérite d'être sans cesse relu et médité par les gens qui sont engagés dans le geste productif, industriel, technologique, entrepreneurial, parce que Ruskin nous rappelle constamment à une exigence. Et à un moment où le débat sur la légitimité du capitalisme, je pense à l'ouvrage récent de Bertrand Badré, par exemple, ancien directeur financier de la Banque mondiale, mais il n'y a pas que lui, de Certine également, ce moment où les économistes réfléchissent à une nouvelle légitimation du capitalisme, eh bien, je pense que Ruskin est une aide extrêmement précieuse. J'ai ponctué ces quelques minutes que nous allons passer ensemble de quelques citations de Ruskin. À chaque fois, je prendrai juste une phrase de la citation, mais je vous invite vraiment à relire ça. You must either make a tool of the creature or a man of him. La créature, ou vous en faites un outil, ou vous en faites un homme. Hein? You cannot make both. Hein? Vous ne pouvez pas avoir les deux. Hein? Les hommes n'ont pas été intended, on n'a pas conçu l'humain pour travailler avec la précision des outils. Et c'est là la différence entre la technologie et l'humain. Hein. L'humain ne doit pas devenir technologique et la technologie doit rester à son service d'une certaine manière. Et finalement, l'imprécision de l'homme, c'est peut-être ce qui fait sa grandeur. Et c'est ce qui va lui permettre de ne pas s'enfermer dans la technologie et de faire rebondir la technologie au-delà d'elle-même. Alors, je voudrais revenir sur ce que j'appelle la décennie prodigieuse, qui est en fait la décennie 1771-1781. Et cette décennie, elle s'ouvre en 1771 avec la création par un monsieur qui s'appelait Richard Arkwright de ce qu'on appelle les Arkwright Mills à Cromford dans le Derbyshire. Voilà, là vous avez, c'est un tableau qui date d'environ une dizaine d'années après la création. Vous avez devant vous la première représentation dans l'histoire de l'image occidentale d'une usine, hein, c'est-à-dire d'un moment où le monde a basculé hors de l'âge agricole dans l'âge industriel. Le peintre s'appelle Joseph Wright of Derby, il s'appelait en fait Joseph Wright, mais il est originaire de Derby, ville qui est située pas très loin de cet endroit. Et c'est un peintre qui n'est pas picturalement un génie, mais qui a réussi à saisir dans sa peinture un moment fondamental de l'histoire de l'humanité, qui est encore une fois l'émergence de l'industriel. Et le monsieur que vous voyez là, c'est Richard Arkwright, qui est un perruquier autodidacte de Preston dans le Lancashire. J'ai voulu savoir s'il y avait quelque chose dans l'ère de Preston qui expliquait comment on pouvait devenir le premier créateur d'usines d'initiative privée du monde occidental. Je suis allé à Preston, je n'y ai rien ressenti de particulier, donc cela vous dispensera peut-être d'y aller. Mais ce qui est fou, c'est que cet homme, et vous le voyez, a inventé une sorte de machine à filer, non pas à tisser, hein, à filer. Si vous regardez le portrait de Arkwright, c'est ce qu'on appelle du swagger portrait, c'est-à-dire c'est du portrait de mise en scène avantageuse de soi-même. Vous avez la colonne à gauche, hein, qui signale que le personnage est un des piliers de la société. Vous avez le rideau qui s'écarte pour vous faire découvrir l'homme. Hein. Et puis, normalement, ce genre de portrait était réservé aux aristocrates. Et les aristocrates, qu'est-ce qu'ils avaient comme attribut de leur légitimité? Parce que vous ne pouvez pas faire un portrait comme ça si vous ne montrez pas pourquoi on a pris la peine de vous représenter comme ça. Alors souvent, vous avez des armes, parce que, évidemment, les aristocrates sont
sont des héros militaires, hein, ce sont des personnages héroïques, ou vous avez des livres de droit, parce que ce sont de très grands juristes, ou alors vous avez un chien, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, seuls les aristocrates avaient le droit de chasser. Un roturier qui chassait était automatiquement un braconnier et pouvait être mis à mort à cause de ça. Et là, vous voyez, Arkwright fait disparaître l'arme, il fait disparaître le traité de droit, il fait disparaître le chien, et sa légitimité, elle est technologique. Et cette légitimité technologique, évidemment, elle va changer le monde. C'est-à-dire qu'on va sortir d'un monde rural qui est bâti sur un temps circulaire, cyclique, et on va entrer dans un temps linéaire qui est celui de l'inévitable épuisement des matières premières fossiles sans lequel il n'y aurait pas, évidemment, de révolution industrielle. Alors, ce monde du cycle, des semailles et des moissons, d'une certaine manière, hein, du temps, du rapport avec la Terre dicté par le climat et par les saisons, ce monde, en Angleterre aussi, va bouger. D'abord parce qu'on va vouloir rentabiliser l'agriculture par un remembrement qu'on appelle les lois sur les enclosures. Du coup, un certain nombre, évidemment, d'ouvriers agricoles vont perdre leur travail. Et puis, deuxième chose, on va se lancer dans une amélioration systématique. C'est à nouveau George Stubbs, le peintre qui nous présentait tout à l'heure, évidemment, la fenaison. On va se lancer dans une amélioration systématique des races animales. Et Stubbs vous montre ici, effectivement, une présence assez massive de l'animalité, résultat probablement de manipulation génétique, autre forme, bien sûr, de la technologie. Du coup, sous la double pression du remembrement et puis de la technologisation de l'agriculture, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle l'exode rural. Et cet exode rural, incarné dans le fameux poème de Goldsmith qui s'appelle The Deserted Village, le village déserté, cet exode rural va prendre deux formes. Soit il va conduire à l'émigration, le départ en particulier vers les États-Unis, mais aussi vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Ou alors l'agglomération de ces ouvriers agricoles ayant perdu leur travail à la terre dans les premières banlieues urbaines industrielles, en particulier de villes comme Birmingham, Manchester, Bolton, etc. Et évidemment, vous avez là le très grand travail de ce sociologue allemand qui s'appelle Gustav Tönnies, qui en 1887, si mes souvenirs sont bons, va publier ce texte fondamental Gemeinschaft und Gesellschaft, c'est-à-dire la communauté organique et la communauté industrielle. Dans la communauté organique, tout le monde vous connaît par votre nom et pas simplement par ce que vous faites. Alors que dans la communauté, dans le village, vous êtes à la fois le boulanger et en même temps monsieur un tel. Par contre, dans la communauté industrielle, vous abandonnez votre identité personnelle à la porte de l'usine pour n'être plus qu'un rouage dans le système de fabrication. Et ce passage de la communauté organique à la communauté industrielle, généré par la technologie, est absolument fondamental. Ici, évidemment, ce que vous voyez qui est très fort, c'est la manière dont Wright of Derby, non sans génie, vous montre comment la lumière de l'usine, la lumière de la technologie, qui fonctionne jour et nuit. Et ça, c'est une des grandes nouvelles par rapport au travail agricole. Alors oui, on travaillait parfois à la moisson, à la fenaison et à la moisson, à la lumière de la lune, en anticipant la possibilité d'une catastrophe climatique, de pluie, etc. Mais normalement, les saisons d'hiver et la nuit, on se repose. Les saisons des printemps, été, début de l'automne et le jour, on travaille. Là, vous voyez que la lumière de l'usine est en train d'éclipser la lumière de la Lune. La Lune, c'est le petit luminaire créé par Dieu. La lumière, elle est une manufacture, elle est faite de main d'homme. Et cette lumière de main d'homme, elle requiert l'attention plus que la création divine. Et là, vous avez la ville de Belper, qui est près de Cromford, une des premières grandes villes industrielles anglaises. Et dans cette ville de Belper, vous aviez le monsieur qui est à gauche, ici s'appelle Jedediah Smith. C'était un associé de Richard Arkwright. Et le monsieur que vous voyez en bas à droite, c'est Samuel Slater. Et Samuel Slater, c'est le premier transfert de technologie par espionnage industriel dans l'histoire, évidemment, de la révolution industrielle. C'est fou. C'est-à-dire qu'en très peu de temps,
à partir de la création de cette première usine d'initiative privée du monde occidental, les Arkwright Mills, on a tout le déploiement de l'histoire industrielle et technologique de l'Occident. Puisque Samuel Slater, alors on n'a jamais su s'il a mémorisé par cœur les plans de la machine de Arkwright ou s'il en a cousu un plan dans la doublure de son manteau. Slater est donc parti pour les États-Unis, en particulier pour ce qui allait devenir l'État du Rhode Island. Et là, à Pawtucket, il a créé une sorte de copie du Arkwright et du Jedediah Smith Mills. C'est encore une fois le premier exemple d'espionnage industriel et de transfert de technologie que nous ayons dans l'histoire finalement de l'économie occidentale. C'est le premier événement majeur qui a affecté la création de Arkwright. Le deuxième élément, bien sûr, c'est le ludisme. Alors ça, c'est fondamental parce que c'est un rapport à la technologie qui a toujours existé. La technologie, généralement, permet des gains extraordinaires d'efficacité au niveau du travail et de rentabilité économique avec une sorte de marginalisation de l'humain. Et cette marginalisation de l'humain génère généralement une violence chez ceux qui sont marginalisés, qui cassent les machines. Et ça, c'est évidemment le ludisme. Du coup, qu'est-ce que Arkwright a fait? Eh bien, il a délocalisé. Et ça, c'est fou. Vous avez création de la première usine, espionnage industriel, transfert de technologie, ludisme et réaction violente contre le progrès technologique et délocalisation. Il a transporté ça en Écosse, dans la vallée de la Clyde, pas très loin effectivement de Glasgow, et il a trouvé un associé local qui s'appelait David Dale, qui apparaît maintenant sur les billets de 5 livres écossais, et David Dale et lui ont utilisé l'énergie des sources de la Clyde. Regardez ça, c'est fou, regardez bien ça, un des sites caractéristiques du sublime écossais, c'est-à-dire qu'on allait voir la puissance de l'eau se déversant dans les chutes de la Clyde et on se laissait éblouir et un peu paniquer par le bruit, par le mouvement, etc. Et quand Arkwright et Dale ont pris en main les chutes de la Clyde, ils en ont fait ça. Et là, vous avez véritablement l'impact environnemental de la technologie, que vous pouvez apprécier ou non, ça c'est pas votre problème, c'est pas notre problème ici, mais c'est fondamental. Alors, j'ai parlé d'une décennie prodigieuse, 71, la création des Arkwright Mills à Cromford, 76, 2 événements extraordinaires. La publication, évidemment, par Adam Smith à Glasgow de The Wealth of Nations, la richesse des nations, où Smith vous dit, il est en train de se passer des choses étonnantes. On est en train de changer le travail. Nous avions un travail dans lequel chacun faisait tout dans le geste, et maintenant, chez M. Arkwright et chez d'autres, qu'est-ce qu'on a fait? On a fragmenté le geste, donc le geste du travail est fragmenté. Par là, il a été facilité, bien sûr. Il y a un élément répétitif, et finalement, il y a un élément interchangeable. Alors Smith voit très bien que la fragmentation du travail et sa répétitivité, sa simplification par fragmentation et répétitivité, va rendre l'operative, l'ouvrier, interchangeable. Ce geste est si simple que n'importe qui peut le faire. Et donc, si vous ne voulez pas le faire, eh bien, allez-vous-en, on trouvera quelqu'un pour vous remplacer. Ça, c'est 1776, la publication de Wealth of Nations. C'est aussi l'année de la Déclaration de l'indépendance, où je pense, on peut dire qu'une des interprétations de la Déclaration de l'indépendance, c'est que finalement, votre importance en tant qu'homme, ça n'est pas ce dont vous héritez, mais ce que vous créez. Ce n'est pas parce que vous héritez de quelque chose que vous êtes important, c'est parce que vous créez quelque chose que vous êtes important. Et alors, évidemment, à partir de là, la grande question, ça va être, est-ce que l'eau peut être une source d'énergie reliable, fiable, ou est-ce qu'il faut trouver une autre source d'énergie fiable? Et cette nouvelle source d'énergie, ça va être bien sûr le charbon, dont on voit ici l'importance sur l'emploi terrifiant des enfants, pour passer dans les galeries de mines, et puis l'impact sur, évidemment, l'environnement, puisque vous savez que cette invention typiquement londonienne qu'on appelle le smog, c'était la combinaison de fog, le brouillard, et smoke, la fumée dégagée par les premières implantations industrielles à Londres. Et je vous invite juste à regarder la fin de cette citation, cette idée que l'animation
des multitudes humaines, cette animation, elle est envoyée comme une source d'énergie pour nourrir la fumée de l'usine. Au fond, les hommes rentrent dans l'usine et ce qu'ils nourrissent par leur travail, c'est la fumée qui sort de l'usine. Alors, on a d'un côté le charbon, de l'autre, bien sûr, le métal, le fer et l'acier. Je montre ici la machine à vapeur de Watt, bien sûr. Et puis, l'impact, finalement, de cette machine à vapeur sur le développement de la sidérurgie. Et alors, évidemment, ça a culminé en Angleterre. J'ai parlé de décennies prodigieuses. 71, la création de Arkwright. 76, Adam Smith et la Révolution américaine. 81, l'inauguration du premier pont en fer de l'histoire du monde. Jusque-là, on avait toujours traversé l'eau sur du bois ou sur de la pierre, et là maintenant, on va la traverser sur le fer. Et voilà ce pont effectivement étonnant, avec cette architecture fonctionnelle sur laquelle je n'ai pas le temps de m'attarder maintenant, mais où on voit bien qu'effectivement, la beauté n'est pas recherchée pour elle-même, mais la parfaite efficacité de l'objet génère sa beauté. Et alors, cette insistance sur le métal est fondamentale parce que c'est elle qui va renaître en 1851 avec le Grand Crystal Palace de Joseph Paxton de la première exposition universelle qui se tiendra à Londres, qui était à ce moment-là la grande métropole mondiale. On appelait ça, l'Angleterre était appelée the workshop, l'atelier, and the warehouse et l'entrepôt du monde. Et puis au-delà bien sûr de Crystal Palace, dont on retrouve inévitablement l'impact dans ce très beau tableau de Gustave Caillebotte qui représente le pont qui est au-dessus des voies ferrées de la gare Saint-Lazare. Inévitablement, en 1879, l'invention de la première charpente métallique à droite qui va permettre de créer les gratte-ciel par William le Baron Jenney, qui, après ses études à l'école de Beaux-Arts de Paris, ira s'installer à Chicago. Et à gauche, bien sûr, la Tour Eiffel. Tout petit rappel, la Tour Eiffel, elle est verticale et symbolique. Le gratte-ciel, c'est vertical, utilitaire et symbolique. Et tout ça fait à partir de Coalbrookdale, dont on nous montre bien ici le fait que Coalbrookdale génère de la fumée, toujours le problème de la pollution. Et quand vous regardez cet extraordinaire tableau de Manchester qu'on appelait Cotonopolis, la cité du coton, vous voyez bien la fumée qui monte de toutes les usines, de tous les ateliers vers le ciel, et la manière dont la hauteur des clochers est éclipsée par la hauteur des cheminées d'usines. Et alors, inévitablement, l'obsession va être la rentabilisation par l'organisation scientifique du travail qui va permettre de perdre le moins de temps possible et de rentabiliser au maximum, suivant un axe productif, l'utilisation du temps à l'intérieur, bien sûr, de l'entreprise, qui va conduire par Taylor, bien sûr, et Ford ensuite, jusqu'à la chaîne de production, le Taylorisme, bien sûr. Et là, Ruskin, qui ne verra pas ça, bien sûr, mais qui le pressent. C'est ça la grandeur de Ruskin, c'est qu'il pressent ça. Et il dit, nous avons beaucoup étudié et tellement perfectionné récemment la grande invention civilisée de la division du travail, mais en fait, nous lui donnons un nom qui est faux. Ce n'est pas en vrai tant le travail qui est divisé, mais les hommes. Les hommes divisés en simples segments d'hommes, fragmentés en petits fragments et miettes de vie, de sorte que le petit morceau d'intelligence qui reste à l'homme n'est pas assez pour lui permettre de créer une épingle ou un clou, mais simplement chacun s'occupe de la pointe de l'épingle ou de la tête du clou. Cette idée de la fragmentation du travail qui est en fait une fragmentation et une destruction finalement de l'humain. Et on retrouve ça bien sûr dans les extraordinaires vues des cités ouvrières en contrebas des viaducs des voies ferrées de Gustave Doré dans les gravures qu'il publiera après un voyage à Londres en 1872. Alors, probablement la personne qui a été le plus marquée par ce chapitre de John Ruskin dans Les Pierres de Venise qui s'appelle La nature du gothique, c'est un personnage qui s'appelle William Morris. Alors William Morris est fondamental à la fois parce que par sa réflexion sociétale inspirée
par Ruskin, mais aussi par la manière dont il va répondre dans l'action au questionnement de Ruskin. Et comment va-t-il répondre? Il va répondre en créant, dans une ancienne abbaye, parce qu'il faut bien voir que Ruskin, comme William Morris, ont une vision à la fois idéalisée, probablement irréelle, et en même temps essentielle pour eux du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'était le moment des confréries, c'était le moment où une ville entière pouvait incarner son existence communautaire et son identité communautaire dans la création d'une cathédrale. Je pense que ce qui s'est passé récemment à Notre-Dame de Paris participe de ça. Cette idée qu'au fond, la cathédrale, c'est une création collective. Les gens donnaient du temps, les gens donnaient de l'argent pour construire ce lieu du vivre ensemble, du croire ensemble, et la manière dont toute une communauté exprimait sa vision d'elle-même, ses origines, son évolution, sa fin. Et c'est vrai que Ruskin est obsédé par la dimension collective du travail artisanal qui permet de construire la cathédrale, et il y a la même préoccupation chez William Morris. Et William Morris disait toujours de l'artisan, attention, on n'est pas dans l'artiste, on n'est pas dans l'ouvrier, on est dans l'artisan, ce qui n'est pas la même chose. Et le problème de la technologie, c'est est-ce qu'elle développe le côté artisanal et artistique de l'homme, ou est-ce qu'elle renforce d'une certaine façon son statut, disons, de pur ouvrier au sens malheureusement péjoratif du terme, alors qu'il y a un sens évidemment magnifique dans l'idée de ouvrier l'œuvre, mais l'œuvre peut se dégrader en tâche. Il y a un texte magnifique de Morris qui insiste sur la différence entre la tâche pénible inutile et puis le travail utile. Useless toil and useful work. Et cette distinction est fondamentale. Et regardez, là, Morris attire votre attention sur le fait que l'artisan médiéval connaissait son travail d'un bout à l'autre. Et vous voyez qu'on retrouve cette condamnation du travail à la chaîne, de la fragmentation. Personne ne peut dire qu'un objet a été fait par lui. Et donc, personne ne peut trouver dans la totalité d'un objet utile à des individus et utile à la communauté, personne ne peut trouver dans cet objet la vérification de l'utilité et de la dignité de son travail. J'ai donné de mon temps en attendant la mort pour créer un objet qui sert à d'autres femmes, à d'autres hommes que moi. Et regardez ça, il connaissait son travail d'un bout à l'autre et il se sentait responsable pour chaque étape de son progrès. D'où le fait que William Morris va créer dans ses ateliers de Merton Abbey un endroit qui va être un lieu de travail collectif, mais des sortes de juxtapositions de travaux artisanaux complémentaires. C'est-à-dire qu'il va essayer de recomposer la chaîne de fabrication de l'objet en insistant sur les éléments de collaboration et de co-contribution plutôt que sur les éléments de séparation et de division du travail. J'aime beaucoup ce passage de Nature of Gothic. Aujourd'hui, nous n'arrêtons pas d'essayer de séparer les deux. Nous voulons qu'un homme soit toujours en train de penser et que l'autre soit toujours en train de travailler. Et nous appelons l'homme toujours en train de penser un gentleman et l'autre, effectivement, un ouvrier. Alors que l'ouvrier devrait souvent être en train de penser et que le penseur devrait souvent être en train de travailler. Ça, c'est Ruskin. Je veux dire, on n'a jamais dit les choses aussi bien que ce type-là sur cette idée que, en fait, c'est le travail qui crée l'inspiration. Et que, effectivement, la rémunération du travail, c'est l'inspiration, et que donc, par son travail, l'ouvrier devrait pouvoir être inspiré, d'où l'importance dans les entreprises de faire en sorte, en termes d'innovation, que ceux qui sont au plus près du geste puissent dire comment, à leur avis, on pourrait améliorer le geste et lui faire gagner en efficacité et en sens. Ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Et regardez, des femmes en train de tisser, bien sûr, des tissages que vous voyez ici avec le tissage de la fameuse tapisserie au piver, de Woodpecker Tapestry. Et regardez la façon dont, évidemment, l'univers du travail envisagé par William Morris
Morris, cette co-création artisanale d'objets de sens et de beauté s'oppose à ce que Riesman appellera plus tard « the lonely crowd », la foule solitaire ou la foule isolée, cette espèce d'entassement des gens dans les villes, des villes envahies par la pollution d'eux, qui sont représentées, encore une fois, dans cette gravure de Gustave Doré de Ludgate Hill en 1872. Et alors du coup, on va faire des vitraux sur des dessins de Burne-Jones, et des vitraux qui ne seront plus des vitraux pour des églises, mais qui seront des vitraux pour les maisons, signalant par là la sacralisation de l'espace domestique. L'espace domestique est sacralisé, et d'une certaine manière, les vitraux que l'on met aux fenêtres empêchent de voir le désenchantement du monde que l'industrialisation et l'urbanisation ont introduit. Regardez l'utilisation systématique des carreaux de céramique, qui, à l'intérieur d'une cuisine, vont rappeler le cycle des mois de l'année et des différentes tâches auxquelles il faut se livrer pendant ces mois. Et là aussi, l'importance de Morris, c'est de rassembler autour de lui. J'ai évoqué le peintre Burne-Jones, qui était un ami de Morris depuis leurs études communes à Oxford et qui a fourni à Morris énormément de cartons, de tapisseries, de vitraux, etc. Mais vous avez aussi un personnage comme William de Morgan, très grand céramiste, qui va réaliser des carreaux de céramique à motif naturel. Qu'est-ce qui est menacé en ce moment? La nature. Qu'est-ce qu'il faut que la maison soit? La maison soit l'endroit où la nature, on la retrouve. Normalement, la nature devrait être dehors, mais dehors, elle est vulnérable au progrès de l'industrie, de l'urbanisme, de la technologie. Et donc, il faut protéger la nature à l'intérieur de la maison, sous la forme, évidemment, d'artefacts, d'objets. Et puis, l'avantage, c'est que les carreaux de céramique, ça se lave à grande eau. Or, on est en pleine préoccupation hygiéniste dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et donc, vous avez ces carreaux de céramique à motif naturel, bien sûr, mais aussi cette idée que, comme dans les couloirs du métro, on va pouvoir laver à grande eau pour éviter les pandémies, etc. On va aussi aller chercher dans le mobilier campagnard, paysan, des choses qui seront utiles sans pour autant être excessivement sophistiquées ou raffinées. Toujours cette idée d'un travail en commun, qui va célébrer la main contre la machine, l'atelier contre l'usine, et qui va créer un espace pour la communauté entre la masse et l'isolement. La masse qui ne reconnaît pas les individus, l'isolement qui enferme l'individu, la communauté, c'est le moyen de rassembler des individus dans la production ensemble du sens. Et regardez évidemment les extraordinaires papiers peints que William Morris a produits, qui ont ensuite été repris par Liberty, etc. Mais à l'origine, c'est William Morris qui va dessiner ces papiers peints et qui va créer, bien sûr, les tampons avec lesquels on va exprimer. William Morris a refusé complètement les colorants chimiques. Il ne voulait que des colorants naturels. Et on voit aujourd'hui encore des gens qui sont en train de produire les papiers peints de... Morris nous dit « Rien ne devrait être fait par le travail de l'homme qui ne vaut pas la peine d'être fait, ou alors qui ne peut être fait que par un travail ou par un labeur dégradant pour ceux qui le font. » Et je vous laisserai sur cette ultime citation de William Morris. Vous pouvez mettre sur vos murs de la tapisserie ou les laisser blanchis à la chaux, ou mettre du papier peint, ou vous pouvez le couvrir de mosaïques, ou vous pouvez demander à un grand peintre de vous y faire des fresques. Et ça, ce n'est pas vraiment du luxe si c'est fait pour l'amour de la beauté et pas simplement pour éclabousser les autres d'une certaine façon du fait que vous avez de l'argent pour pouvoir faire ça. Je crois que la grande idée, évidemment, de Morris, qu'il va exprimer maintenant dans ce qu'il appelle sa règle d'or, je pense que sa règle d'or, elle est très importante. N'ayez rien dans votre maison dont vous ne savez pas que c'est utile ou dont vous ne croyez pas que c'est beau. Et vous voyez, je pense que le but ultime de la technologie, qui est de servir la présence de l'homme dans la réalité, de se mettre au service d'une appréciation plus grande par l'homme de cette réalité. Cette technologie, au bout du bout, si je puis dire, elle n'a de légitimité que quand elle opère ce que William Morris suggère ici, c'est-à-dire la réconciliation de l'utile et du beau.
Je crois que beaucoup de nos problèmes de société développée sont dans cette espèce d'opposition de l'utile et du beau. Et finalement, l'utile n'est véritablement utile que s'il est aussi beau, et le beau n'est aussi utile, comme le disaient les premières communautés Shakers aux États-Unis, le beau n'est vraiment beau que s'il est aussi utile. Ce qui fait que d'un seul coup, il n'y a plus de division entre une vie quotidienne dont nous subissons la laideur au nom de l'utilité et une vie extérieure au quotidien dont la beauté nous offrirait de temps en temps un repos de la laideur de l'utile quotidien. Il faut absolument, c'est ce que Ruskin voulait, c'est ce que Morris a entendu comme un défi auquel il a essayé de répondre, il faut absolument réconcilier dans notre quotidien et l'utile et le beau.